Et on va parler de la révolution de la voix, puisque je suis en compagnie de Stéphane Distinguin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et président de Faber Novel, qui est une agence d'innovation. C'est vrai qu'en ce moment, tout le monde ne parle que de Clubhouse, mais je pense qu'il y a encore plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. Donc, est-ce que déjà, vous pouvez expliquer un peu le concept de ce nouveau réseau social ? C'est donc un réseau social, Ouais. je le dire, mais dont le média, le véhicule est la voix. Donc en fait, on se retrouve dans des rooms, dans des espaces dans lesquels on peut être de 2 jusqu'à 5000 et dans lesquels on se parle. Et en fait, on est en train de réinventer la radio, là. Ou alors le bon... Ou la vieille conversation de café. Non, mais le coup de fil qu'on se passait les mercredis après-midi ou les samedis quand on s'embêtait et qu'on s'appelait encore au téléphone, ce qui a été un peu moins le cas ces dernières années. Oui, c'est vrai. Mais j'ai quand même l'impression que globalement, il y a un petit retour de la voix qui est peut-être un peu facilité aussi par la crise. Je crois que les coups de fil vraiment ont augmenté pendant la crise. C'était peut-être effectivement quelque chose qu'on avait un peu oublié. Il y a un truc qui s'appelle Zoom aussi. Aussi, Zoom, mais là il y a de la vidéo quand même. Il y a de la vidéo, mais moi je suis sûr qu'effectivement tous les médias qui sont des médias qui resynchronisent ont été des médias qui ont été extrêmement utilisés ces derniers temps. Donc, et la voix on le sait et puis on le voit aussi. La radio revient et les podcasts ont fait une réussite totale. On voit que Spotify, Amazon et d'autres ont investi considérablement en fait dans des sociétés de production de podcasts et que quand Spotify partage des informations sur leur podcast, ils se sont rendus compte qu'en plus de la musique, les gens écoutaient beaucoup et restaient beaucoup plus longtemps dans l'application et dans leur environnement pour consommer des podcasts. Mais là, pour revenir à Clubhouse, l'idée quand même, c'est d'avoir des espèces de salles ouvertes où on peut discuter de tout et de rien, même si c'est un peu classifié par sujet. Mais du coup, il n'y a pas de modérateur. Donc, ça peut poser quand même certaines problématiques. On a vu ce à quoi Facebook ou Twitter ont été confrontés et combien ils ont dû investir en humains ou même YouTube pour justement réguler. Est-ce qu'à un moment, le problème ne va pas se poser aussi sur Clubhouse ? Il se pose immédiatement. C'est une bonne question et c'est un bon réflexe en fait sur cette plateforme qui débute, mais elle débute à peine. Donc, moi, j'aime bien comparer Clubhouse à deux précédents réseaux sociaux qui ont marqué l'histoire des réseaux sociaux. Twitter. Donc, il y a déjà la création de Twitter, c'est donc 2006-2007. Ouais, c'est ça. Et on a affaire chez Clubhouse à un réseau dont vous me le décrivez en des choses qui semblent assez évidentes, mais en même temps, il se passe quelque chose parce que tout le monde s'intéresse tout le monde. Un peu comme vous vous rappelez au départ sur Twitter en disant mais qu'est-ce qu'ils font les gens avec 140 caractères, qu'est-ce qu'on peut dire, à quoi ça sert. Et donc, il y a cette part de choses un peu évidentes, mais aussi de se dire tiens, il doit se passer quelque chose. Et puis Snap, après, quelques années plus tard, qui a inventé avec l'éphémère une autre pratique encore. Et les deux avaient comme particularité, je pense que c'est aussi ce qu'on trouve chez Clubhouse, une interface qui intrigue, qui permet justement de se saisir d'un outil qui n'existait pas encore, parce que force est de constater qu'on pouvait faire du Clubhouse, mais pas exactement pareil et pas aussi facilement. Il y a eu des précédents fameux. Je ne sais pas si vous connaissez Discord, qui est plutôt la plateforme. Alors, c'est plutôt des garçons et des jeunes garçons. Voilà, je ne suis pas du tout dans la cible. Jeunes, si, mais garçons, non. Et qui est la plateforme des gamers, en fait, qui est celle qu'ils utilisent de façon à pouvoir, en parallèle de leur jeu, typiquement sur Fortnite, par exemple, se parler, se retrouver, échanger, et donc qui est comme un back channel. On parle souvent de back channel, donc c'est une façon en fait d'être à côté en fait de ce qu'on fait, de pouvoir, comme vous êtes sur un chat quand vous êtes en visio ou quand vous êtes en réunion physique et qu'il y a une deuxième conversation en parallèle. Et donc c'est aussi ces usages qui étaient tout à fait émergents qu'on retrouve dans Clubhouse. Alors, quel pourrait être le business model ? Parce qu'évidemment, à un moment, ça pose question quand même. Alors, Facebook, avec les revenus publicitaires, a trouvé assez facilement son business model. Twitter, ça a été quand même un peu plus compliqué. Pour Clubhouse, comment on pourrait interagir les marques ? Écoutez, c'est toujours la bonne question. Et parce qu'elle a une question, parce qu'on se dit, mais à quoi ça sert et si ça sert vraiment, il y aura un modèle économique. Donc c'est une première bonne question. Et puis ensuite, il y a le fait de se dire que s'il y a un modèle économique, ils vont faire quelque chose avec nos données, puisqu'aujourd'hui, ils ne nous demandent rien. C'est ça. Donc la question, elle se pose deux fois. D'abord, je vais remettre un peu en perspective les données de Clubhouse aujourd'hui. C'est une entreprise qui a levé plus de 100 millions de dollars. Ils sont 10 personnes, ce qui quand même permet, peut-être un peu plus maintenant parce que ça décolle tellement qu'il doit y avoir évidemment des dépenses extérieures. C'est tout petit en fait. Comme Instagram, quand Instagram a été racheté, c'était encore une dizaine de personnes, donc c'est des entreprises, c'est de toutes petites équipes. Donc je pense qu'ils sont en autonomie et pas inquiétés en fait de leur rentabilité avant un petit moment.
Ensuite, il y a déjà 6 millions, il y a plus de 6 millions d'utilisateurs. Donc, et chaque jour, ils en rajoutent des centaines Et de pourtant, c'est milliers. que sur invitation, Tout à c'est fait. pas Et donc, ouvert. mais le modèle est très exponentiel puisqu'en fait, chaque fois, si vous avez le droit à un nombre d'invitations quand vous êtes invité vous-même. Et puis, quand les gens arrivent, que vous avez réussi à recruter, on vous redonne des crédits. Donc, en fait, assez rapidement, c'est un modèle où les gens ont envie. Ils ont réussi à être très malins et à gérer la rareté et à vous donner l'impression de donner un privilège et de faire un ça, cadeau en fait. à des gens qui sont ravis d'accueillir, en fait. Ouais. Et donc, vous faites un peu le travail à leur place, qui est aussi l'intelligence d'un réseau social. Et c'est pour ça qu'il y a aussi quelque chose qui se passe. C'est que de toute évidence, ils ne font pas beaucoup d'erreurs dans la levée de fonds, dans la communication. Donc, c'est vraiment un réseau social qui a repris les codes qu'on a déjà vus avant, Twitter, Snap et beaucoup d'autres. Facebook même, hein, qui au départ était uniquement pour les étudiants et qui était fermé. Et aujourd'hui, c'est un peu que pour les vieux. Enfin, pardon. Oui, mais ça reste un peu la matrice de tout. Enfin, c'est que donc quand vous avez plus de 2 milliards d'utilisateurs, vous êtes peut-être un peu comme le bottin, mais vous êtes le bottin quand même. Ouais. Et donc du coup, pour revenir à la question sur le business model, ça veut dire qu'à un moment le ou un autre, modèle économique, donc le modèle économique n'est pas une immédiate question pour eux. Je pense qu'ils tout de suite ils ont fait attention à dire ne vous en faites pas parce que chat échaudé craint l'eau tiède ou froide. Ouais. Ils ont vraiment beaucoup insisté pour dire qu'ils feraient attention, parce qu'il y a les cas précédents de Facebook et de quelques autres récemment. Ils ont évoqué aussi des modèles économiques qui sont déjà en place et qui ne se servent pas forcément des données personnelles ou de la publicité comme le don. Et ça, c'est ce qu'on voit par exemple chez Twitch, qui est une plateforme très intéressante que vous connaissez sans doute, qui appartient à Amazon, qui elle aussi vient en fait des gamers et des joueurs de vidéo. J'avais oublié que ça appartenait à Amazon, dites donc. Ah ouais, on oublie souvent ce qu'appartient à Amazon. C'est vrai, en fait, l'empire est tellement large. donc en fait, Twitch, où on peut donner en fait un petit peu d'argent quand on est intéressé ou quand on a participé. Donc on a cette comme ça pu se faire sur des blogs ou ailleurs, de dire je donne un peu d'argent à celui qui modère. Et donc la plateforme prend une part de ce don de façon à se rémunérer. Donc je suis assez convaincu qu'il sera facile de trouver des modèles économiques parce que c'est un média de l'attention et que c'est aussi un média de qualité. On voit qu'aujourd'hui, les personnes qui s'y présentent, et c'est aussi la beauté de ce qu'ils ont choisi comme modèle avec les invitations et la propagation de ces invitations, fait que l'audience sera assez certainement de qualité. On est passé, j'ai l'impression, d'un modèle très basé sur le visuel. On a eu beaucoup les vidéos, tous les médias digitaux dont on parle régulièrement avec le sous-titrage, l'écrit, Instagram et évidemment le réseau social visuel par excellence, à autre chose. C'est-à-dire là, avec les enceintes connectées, avec Clubhouse qui se développe, Twitter et Amazon, je crois, réfléchissent aussi, Facebook réfléchissent aussi à des plateformes de type vocal. Est-ce que là, on est en train de changer et en train de revenir sur tout ce qui a été très visuel finalement, pour passer dans une autre dimension qu'est la voix? Je pense que c'est aussi une extension assez logique du domaine de la lutte et de la conquête en fait des réseaux sociaux de nos vies. Donc après effectivement les yeux, maintenant la voix. Donc il y a, vous savez, il y a cette phrase fameuse d'ancien patron de TF1 sur le temps de cerveau disponible. Ouais. Donc c'est évidemment une façon de conquérir un peu de notre temps de cerveau disponible. Et moi la grande question que j'ai pour Clubhouse, parce que indirectement c'est votre question, c'est de savoir, et j'en suis pas encore tout à fait convaincu, si ça sera un média interstitiel, comme on l'a vu beaucoup des médias sociaux précédemment, c'est-à-dire que vous attendez le bus, vous êtes dans une salle d'attente, vous vous ennuyez en réunion, vous allez checker en fait un de ces réseaux sociaux, et celui-ci qui est quand même plus engageant, qui suppose d'entrer dans une conversation, l'écouter, éventuellement y participer, donc en train de créer quelque chose d'assez différent et qui correspond, et ça c'est vraiment la beauté de l'époque où on se rend compte qu'on souffre un peu, qu'on a du mal à créer du contact, qu'on a besoin d'avoir des médias un peu plus chaleureux, un peu plus engageants et qui nous permettent de nous retrouver, et c'est exactement ce que propose Clubhouse. Plus qu'en fait de commenter sur des photos ou d'être asynchrone et dans un rapport qui était celui, je reprends encore le cas de Twitter, qui était peut-être un modèle un petit peu plus agressif, peut-être plus, et quand je reviens à la première question qui était celle de la modération et c'est peut-être aussi by design comme on dit dans mon métier, donc par la conception même, par nature, en fait un service qui aura peut-être besoin d'être un peu moins modéré,
parce qu'on y arrive autrement et pour avoir d'autres usages. Vous parliez tout à l'heure de l'essor des podcasts. J'ai lu l'étude qui est sortie récemment. 900 000 nouveaux podcasts mis en ligne en 2020 dans le monde. C'est 3 fois plus qu'en 2019. Et pourtant, les études montrent quand même que le modèle a de la peine à trouver sa rentabilité. Notamment, il y a une étude très critique de Citi sur les investissements dont vous parliez chez Spotify, qui disent que finalement, ils investissent un peu à perte parce qu'on a du mal à rentabiliser le modèle. Donc, est-ce qu'à un moment, cette question ne va pas venir bloquer toute cette créativité qui s'est développée d'un seul coup là, sur les podcasts ? Parce qu'un bon podcast, ça coûte cher quand même. Bien sûr que ça coûte cher. Et on le voit en France avec... nous, chez Faber Novel, on a eu la chance de travailler avec Radio France sur un podcast. C'est vrai qu'on voit que ceux qui savent bien produire de la radio, par exemple, ont la possibilité de produire peut-être un peu mieux que des amateurs des podcasts. Tout est dans tout, vous avez raison. Et puis on voit les contenus qui sont les contenus un peu la Netflix, assez coûteux de création avec originale. Des vrais acteurs, des bruits, de la musique, que sais-je. Ouais. Et donc le modèle est encore doit trouver sans doute sa rentabilité. N'oublions pas qu'on a affaire quasiment à chaque fois, que ce soit chez Spotify ou même chez Amazon Prime ou Audible, à des modèles économiques qui sont aussi décorrélés de la vente immédiate du contenu. C'est-à-dire que vous achetez un abonnement chez Spotify. Ouais. Donc en fait, l'intérêt aussi pour eux est de chercher à vous garder le plus longtemps possible sur la plateforme. Donc qu'on réussisse qu'on ait la difficulté en fait de démontrer la rentabilité immédiate d'un contenu, de la production d'un contenu, il faut le remettre aussi en perspective avec ce que la plateforme va être en capacité de percevoir en termes de temps d'usage. Et donc du temps d'usage, ça sera demain de l'information et de la data d'abord, et pourquoi pas d'autres modèles type publicité, ce qu'on a vu plutôt réussir chez Facebook, Twitter et quelques autres. Et les podcasts de marque, ça marche ou pas ? Parce que moi je vois énormément de communiqués de presse, mais qui m'arrivent dans ma boîte mail avec telle marque a sorti tel podcast sur tel sujet. Mais c'est là qu'on... J'ai l'impression que tout le monde aujourd'hui toutes les marques en tout cas veulent être les créatrices de leur propre contenu. Oui, c'est très juste. Et avant moi, j'ai croisé Arthur Scheuer d'Ulysse, dont c'est justement, vous posiez la question... Une partie du métier, ouais. Du métier, avec tout ce qui est brand content. Et donc c'est pas tout à fait nouveau. Peut-être que ce qui est encore là assez nouveau, c'est que les marques assument d'aller directement jusqu'au produit. Mais si vous me permettez un tout petit peu de dégagement avec Internet, c'est quand L'Oréal annonce qu'en fait ils vendent directement leurs produits et que c'est leur premier canal de vente aujourd'hui, et que le patron de L'Oréal dit devant la Chine et les États-Unis, maintenant j'ai Internet, et que c'est plus les grands distributeurs, la pharmacie ou ces canaux de distribution, c'est déjà ce qui se passe aussi pour leurs produits. Donc il y a une certaine logique en fait à ce qu'ils deviennent eux-mêmes, en dehors de leurs canaux de distribution directe, par Internet aussi, qu'ils aient la capacité de devenir médias et de pousser leur contenu. Votre question, elle était sur cette logique, et est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas ? Alors après ça, je suis désolé, il y a des contenus formidables qui sont produits par ces marques, et je ne vais pas citer de marques parce que mais je trouve qu'il y en a plein qui font des trucs très bien, et puis il y en a c'est un peu plus à côté de la plaque et c'est classique. Après j'espère que ça va permettre à plein de gens qui ont des belles voix, et c'est aussi ça qui est quand même plutôt chouette dans ce qui se passe, c'est que mais une super voix, on est d'accord. Non mais que ça permet aussi de relancer des métiers ou des vocations qui sont pas immédiatement ceux de devenir des codeurs ou des influenceurs. Remettre un peu de créativité aussi dans tout ça. Merci beaucoup Stéphane Distinguin. Je rappelle que vous êtes fondateur et président de Faber Novel. Merci d'avoir été avec nous. Merci.